Bonjour à tous. Dans les titres de votre 13h. Depuis Abidjan, le vice-président appelle à faire de la lutte contre le sida une priorité absolue. Message de Daniel Kablan-Duncan à ICASA 2017, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique qui a refermé ses portes hier. Au même moment hier, le Premier ministre, lui, célébrait la culture dans Ama. Amadou Gon Coulibaly a lancé la première édition du Tonkwini Dale Festival, un festival pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Les temps forts dans quelques instants. Et l'actualité ce dimanche 10 novembre, c'est la célébration de la 68e journée des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale des droits de l'homme sensibilise sur la question. Nous y reviendrons dans ces 13 heures. Mais avant, disons que la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique vient de s'achever. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Qu'est-ce qu'on retient d'ICASA 2017 après 6 jours de travaux meublés de panels, de symposiums et d'échanges? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Serge Eolier, médecin au service des maladies infectieuses et tropicales à Abidjan et membre du bureau de la Société africaine anti-sida. Bonjour professeur. Bonjour Delphine Blanc. Vous sortez là de 6 jours d'activité intense, mais vous avez accepté de venir sur notre plateau pour faire un bilan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, professeur. C'est à la RT et à son directeur général que nous réitérons encore une fois nos remerciements au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est la coprésidente de ICASA 2017. Nous avons accordé une véritable visibilité et aujourd'hui, tout le monde en Côte d'Ivoire sait ce que c'est ICASA. Merci professeur. Et pour coller à cette actualité, notre reporter Franck Quadio revient sur la clôture de ces assises et c'était en présence du vice-président et de la ministre de la Santé. Regardez. 6 jours de réflexion, de lobbying, de sensibilisation et d'échange autour des questions liées au VIH-Sida et des IST en Afrique. Le 19e ICASA referme ses portes. Près de 6 000 participants venus contribuer à franchir le pas pour atteindre en 2030 la réalisation de l'objectif 90% de personnes dépistées et traitées et 0 nouvelle infection. Mission réussie selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Abidjan vient d'amplifier le combat contre le sida et jeter de nouveaux défis dans notre périmètre de responsabilité. La tâche paraît certes ardue, mais elle reste passionnante et surtout citoyenne, en ce sens qu'elle est attachée à la sauvegarde de la vie de nos populations, à l'essor économique et social également de notre continent. Une réelle occasion s'offre désormais à nous pour gagner définitivement le combat contre les infections et les maladies, et surtout la bataille de la vie. Des raisons d'être satisfaits, car les interrogations liées au niveau de contribution des pays africains dans la recherche et de la riposte contre le VIH et la stigmatisation ont été en bonne partie dissipées, selon le docteur Iyab Hamed, président de la Société africaine anti-sida, président de l'ICASA 2017. Et en parlant d'engagement, tous ont salué l'implication du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son épouse en faveur de la lutte. La Côte d'Ivoire a par ailleurs augmenté son budget consacré à la lutte contre le sida, 21 milliards pour 2018 à 2020, contre 4,2 milliards en 2016. La Côte d'Ivoire a souscrit à un programme universel pour interrompre la chaîne de transmission et éliminer l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Dans ce cadre et en vue de la mise en œuvre de leur plan d'accélération, l'ONU-SIDA a bien voulu accompagner 4 pays en Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dispositif a permis donc à la Côte d'Ivoire d'obtenir des avancées notables dans le cadre de la lutte contre l'infection VIH-Sida. Ainsi, la prévalence est passée de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012, puis 2,7% dans la situation donc actuelle. Face à ce taux de prévalence en nette baisse, mais encore élevé, l'objectif défini par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République à l'ouverture officielle de la 19e ICASA, le lundi 4 décembre 2017, est de réduire ce taux de prévalence à 1% en 2020. Une volonté de l'État ivoirien qui, selon le vice-président, remonte à l'introduction des ARV dans le traitement anti-VIH-Sida. Daniel Kablan-Duncan, qui a aussi espéré une portée positive des travaux de l'ICASA.
La conférence, dont les résolutions s'articulent autour de la nécessité d'une meilleure implication des leaders et communautés, des gouvernants et partenaires et d'une conduite efficace des programmes scientifiques, de quoi satisfaire les participants. C'est là où on interpelle un peu tous nos scientifiques africains, parce qu'il y en a plein dans les grandes universités. Je voudrais les appeler pour qu'ils prennent en compte le fait qu'ils doivent aussi faire partie de la lutte contre le sida et s'assurer que nos pays en Afrique aussi aient accès au traitement. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande une génération sans hépatite virale aussi. Donc je vais dire aujourd'hui, sida, hépatite virale, les États ont compris qu'il faille aller dans la population, dans la communauté. Nous avons retenu 3 points essentiels, c'est-à-dire qu'une forte implication des jeunes désormais dans la question du VIH-Sida. Et deuxième point essentiel, ce sont les communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires pour une plus grande implication. Et troisièmement, il faut davantage responsabiliser les populations clés dans leur prise en charge pour qu'il n'y ait plus de nouvelles infections. ICASA 2017, 19e édition à Abidjan, c'est fini. La prochaine édition aura lieu à Kigali, au Rwanda, en 2019. Professeur, est-ce que la fin du sida, c'est possible? Oui, Delphine Blas, c'est possible. Il y a ceux qui croient, ceux qui rêvent. Et nous allons transformer nos paroles en actes. Et en 2030, nous allons arriver à l'éradication de l'infection à VIH. Merci, professeur. Nous aurons le temps tout à l'heure de faire un point 24 heures après la fin d'ICASA 2017. Au moment où ICASA refermait ses portes hier, le Premier ministre lui lançait dans la région du Tonkbi la première édition du festival Tonkbini Dale. Entendez réjouissance en langue danse et prestations artistiques. Amadou Gon Coulibaly a annoncé le projet de développement du président Alassane Ouattara pour la région de Mans. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial sur place. Regardez. Le Tonkbi a battu le rappel de toutes ses filles et de tous ses fils dans leur diversité politique, religieuse et sociale pour la première édition du Tonkbi Nidale, festival de promotion des arts et de la culture dans. Cette première édition enregistre la participation de plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire, alliés des Dents. Et pour le président du conseil régional du Tonkbi, Dr Albert Mabrouk-Touakus, initiateur de ce festival, le Tonkbi Nidale vient renforcer les autres festivals pour le développement de leur région. En effet, l'ambition du conseil régional du Tonkbi est de faire du Nidale un projet culturel fédérateur qui rassemble le peuple d'An, ses alliés et ses frères, ainsi que les peuples amis, en vue de valoriser notre culture et s'appuyer sur la puissance mobilisatrice des arts de la scène pour mettre en mouvement tout notre peuple en vue du développement et de la cohésion sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, salue ce festival qui s'inscrit désormais sur le calendrier culturel ivoirien. Parrain de cette première édition du Tonkbi Nidale Festival et représentant à la fois le président de la République, au patron, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly félicite le peuple d'An pour cette initiative de rassemblement des enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles. La tenue du festival Tonkbi Nidale remet au goût du jour la problématique de la culture et du développement et revêt donc un intérêt tout particulier pour le gouvernement. En effet, nos cultures recèlent des valeurs fortes et essentielles qu'il nous faut promouvoir pour la construction harmonieuse de notre pays. Il s'agit notamment des valeurs civiques ou morales, telles que le respect de la chaîne des générations, du droit d'aînesse et du bien public. Des valeurs de paix et de cohésion sociale, à travers la promotion du dialogue et des alliances à plaisanterie. Pour le développement de la région du Tonkbi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce de grands projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un nouveau CHR sera construit donc à Mans. Je note la demande d'étudier, compte tenu de la présence de l'université, que ce CHR nouveau, ce grand hôpital nouveau, puisse être considéré comme éventuellement la première tranche d'un CHU. Je peux également vous dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de l'électrification de 252 localités qui le seront d'ici fin 2018 sur un financement de la banque et qu'il y a 40 qui le sont donc déjà. Oui, donc début 2019, nous viendrons, où le président viendra lui-même
pour venir lancer l'électrification de 252 localités dans la région du Tonkpi. Cette édition du Tonkpi Nidale Festival a pour invité spécial le peuple Atchan, venu des bords de la lagune de Prié. Cette rencontre a permis également au cadre de la région du Tonkpi de rendre les résolutions et les conclusions des différents colloques et forums économiques organisés dans le cadre de ce festival. Et toujours à Mans, le Premier ministre a salué l'initiateur de ce festival, le président du conseil régional, Albert Mabri-Touakeus. Amadou Gonkoulibaly s'est félicité du festival qui participe à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. On reste toujours avec Mamadou Kwasi. Initialement conçu pour la promotion des arts et de la culture dans et surtout pour la valorisation des richesses touristiques de la région du Tonkpi, le Tonkpi Nidale Festival s'est transformé en une seule édition, en un cadre de valorisation de la richesse culturelle des peuples du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Des Bété Owe, en passant par le Gourou et les Nyambois, tous les sous-groupes des Mandés du Sud ont fait le déplacement de Mans. Avec eux, le peuple baoulé venu du centre de la Côte d'Ivoire pour confirmer son alliance avec ces peuples du Grand Ouest ivoirien. Nous continuons de fonder beaucoup d'espoir en cette alliance, en nos deux communautés, car convaincus qu'elle aidera à renforcer les liens séculaires qui nous unissent, mais aussi surtout à créer de nouveaux mécanismes d'anticipation et de résolution des conflits qui pourraient survenir à nos parents qui cohabitent sur ce territoire. C'est pour tout cela que je voudrais simplement vous dire, population de Mans, chers parents, Yacouba, Noué, et enfin, Noué Bao. Merci pour votre sens élevé de la fraternité, de la solidarité. Pendant ces 5 jours, le festival va enregistrer la prestation de tous les groupes de danse des terroirs. Des prestations côté des autres peuples alliés, dont les Peuls, pour renforcer la cohésion sociale et la paix dans leur région. Désormais, selon le ministre Albert Mabri-Touakeus, président du conseil régional du Tonkpi, il faut compter avec la culture et le tourisme dans la politique de développement du Grand Ouest ivoirien. On change maintenant de sujet pour parler défense. 3 hôpitaux militaires à Korogo, à Boaké et Daloa seront construits bientôt afin de permettre aux médecins militaires de travailler dans de très bonnes conditions. L'annonce a été faite par le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'était à l'occasion de la clôture des États généraux des services de santé des armées à Grand Bassam. Michel Digré, reportage. La santé des soldats au cœur des priorités de l'État ivoirien. À la faveur des États généraux des services de santé des armées, le ministre Ahmed Bakayoko a dévoilé le plan du gouvernement pour assurer une meilleure prise en charge médicale des militaires. Nous sommes vraiment en phase parce que vous rencontrez à un moment où justement nous allons engager des investissements importants dans le domaine de la santé à travers la construction de 3 hôpitaux modernes à Korogo, à Boaké, à Daloa et la réhabilitation de celui d'Abidjan aux normes internationales avec un engagement et un soutien financier de l'Inde qui est déjà acté. Le ministre de la Défense donne les raisons de ces gros investissements en faveur de l'armée. On voit bien qu'on a un secteur qui demande plus d'efforts et qui a plus de risques, donc il y a plus d'engagement à avoir dans la santé des militaires. Et si nous arrivons à mieux gérer la santé des militaires, on n'aura plus ces grands malades qui sont pratiquement pendant de longues années dans nos effectifs. On aura des militaires bien portants et ces militaires bien portants seront là pour une armée modèle, une armée reconstruite que nous voulons à l'image du pays qui se reconstruit. Un livre blanc qui adresse toutes les préoccupations des militaires pour un service de santé des armées plus performant sera remis au ministre de la Défense à l'issue de ces États généraux.
Aujourd'hui, c'est la journée des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sensibilise sur la question. L'objectif est de permettre aux populations de s'approprier les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme, nous dit Grace Kando. Place CP1 dans la commune de Yopougon. Lieu choisi pour célébrer un double événement, la 68e journée des droits de l'homme et les festivités marquant le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration portant entre autres sur le droit à l'éducation, à la santé, à la liberté d'expression, à la sécurité et à la paix. Nous recevons à longueur de journée des personnes qui sentent leurs droits froissés, qui viennent à nous et que nous essayons d'instaurer dans leurs droits. Et puis nous menons des activités de protection. Nous publions des mécanismes qui protègent les droits de l'homme, tant au plan international qu'au plan national. Et nous collaborons pleinement avec les autorités détenteurs de droits. Le ministère de la Justice organise des caravanes de droits de l'homme à travers le pays pour sensibiliser les populations sur la réalité des droits de l'homme. Ce sont des campagnes tournantes pour amener la population à prendre conscience des droits de l'homme. Plusieurs structures s'investissent également dans la promotion des droits de l'homme à travers des actions concrètes sur le terrain. Nos objectifs, c'est de promouvoir l'éducation au milieu des enfants en difficulté et en situation de handicap. Permettre à ces enfants, leur donner le droit d'éducation et permettre aussi à ces enfants d'intégrer l'école normale à travers notre centre appelé Sekalfa Inclusif. Nous avons aujourd'hui un projet sur les détentions préventives où nous luttons pour les personnes qui sont dans les prisons, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été jugées. Donc nous luttons de sorte à ce qu'aujourd'hui ils puissent connaître leur sort. Donc soit on les juge, soit on les relâche. Le texte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Il a été traduit dans plus de 500 langues. En économie, on va parler de Trèche Economia. C'est une plateforme d'échange entre opérateurs de la commune de Trècheville, population et potentiels investisseurs. Exposition et panel sont les temps forts de cette rencontre, nous dit notre reporter Franck Quadio. La rue 12, Trècheville, bien colorée ce matin. C'est l'ouverture de Trèche Economia 2017, la deuxième édition de cette plateforme culturelle et économique entre opérateurs et population. Particularité cette année, le Maroc, pays invité d'honneur et fierté partagée par l'ambassadeur du royaume chérifien en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelkader Hattani. Rapprocher opérateurs et population, l'idée a le soutien du ministère de l'économie et des finances. Thème évocateur alors, la responsabilité sociétale des entreprises de développement durable qu'a le Trècheville, la coupure de ruban pour la visite du village Nzassa où exposent les entreprises au nouveau rond-point aménagé de la commune, une occasion d'évoquer ce que la commune attend des opérateurs en termes de responsabilité sociétale. Ces entreprises ne doivent pas penser seulement à l'aspect commercial, à l'aspect financier. Il y a ce que nous appelons le comportement sociétal. Et c'est pour ça que nous avons organisé Trèche Economia. La première édition était à ses débuts. La deuxième édition, nous la voyons comme l'édition de maturité. Trèche Economia 2017, débuté le 7 décembre, dure 3 jours. Au programme, exposition, panel, émissions radiophoniques et concerts sur l'intégration africaine. Et puis la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a lancé les journées conseil PME à la maison de l'entreprise au plateau. Il s'agit d'un cadre d'échange entre professionnels et les PME. Jean-Louis Gbangbo. La mezzanine de la maison de l'entreprise au plateau, transformée en un cabinet géant de conseil aux chefs d'entreprise. Environ 200 PME y reçoivent, à l'occasion des journées conseil PME, une assistance délivrée par une cinquantaine de spécialistes du conseil aux entreprises. Une initiative de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Les PME sont souvent des structures qui n'ont pas forcément les moyens pour accéder à des conseils. Donc ce sont des structures qui ont besoin d'accompagnement. Et donc il était important qu'on consacre en fait ces journées effectivement à ces PME-là. Notaires, avocats, experts comptables, banquiers,
Tous ont été mobilisés pour répondre gratuitement aux préoccupations exprimées par les chefs d'entreprise. On n'a pas encore créé une école pour former des entrepreneurs. Donc tous ceux qui se sont constitués dans l'entrepreneuriat n'ont pas reçu forcément tout ce qu'il fallait comme outil pour mener à bien leurs activités. Il faut nous amener à comprendre ce que c'est que les finances, quel est le rôle du notaire, les experts comptables, les experts fiscaux, etc. pour mieux entrer dans le tissu économique. Les journées conseil PME sont à leur première édition. Elles permettront à terme de ressortir une cartographie fidèle des préoccupations auxquelles les PME sont sujettes, tout en donnant plus de visibilité aux activités de conseil aux entreprises. Les lauréats du prix national d'excellence du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, classés 2e et 3e, ont été primés par le ministre Bruno Koné. C'est dans le cadre des cérémonies éclatées de remise de prix d'excellence 2017. Sephora Zegui et Cheikh Koné. Sur 40 candidats au prix national d'excellence pour le compte du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, 14 ont retenu l'attention du jury. Les 2e et 3e ont été honorés par Bruno Koné dans 5 catégories. Je voudrais maintenant que vous êtes lauréat, connu, déclaré, c'est que vous deveniez des ambassadeurs, que vous deveniez des modèles pour ceux qui n'ont pas été récompensés aujourd'hui. Ces Ivoiriens qui se sont illustrés par la création de solutions innovantes dans le domaine des technologies de l'information et la communication ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est le lieu de lancer un appel aux jeunes, en même temps que je leur demande de changer de comportement, de suivre mon exemple. Parce qu'on peut partir de rien et être quelqu'un. Et quand l'éclat reconnaît tes mérites, quand tes chefs reconnaissent tes mérites, tu n'as qu'à être un homme heureux. Souvent, nous sommes amenés à aller dans des missions, à faire des travaux, et ce n'est pas facile. C'est l'effort qui est récompensé. Chacun de ces lauréats a reçu des mains du ministre Bruno Koné un diplôme et un trophée. Pour rappel, les premiers des différentes catégories ont déjà été primés par le président de la République. Les membres du nouveau bureau du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, et du comité de contrôle sont en formation à Grand Bassam. Objectif, leur expliquer les dispositions réglementaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA relatives à la mutualité sociale. Issa Yo Tchona. Le nouveau conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, prêt à offrir un service de qualité à ses membres. Cela passe par une meilleure formation des membres des organes de gestion et de contrôle de la structure. Pendant donc 2 jours, les membres du conseil d'administration ont réfléchi sur la nouvelle vision de la MUGEFSI à Grand Bassam. La direction générale, qui est la technostructure chargée effectivement de mettre en œuvre cette vision, eh bien, c'est de cibler dans un premier temps tous les points de faiblesse, tous les points de lourdeur dans le système d'administration des missions dévolues à la direction générale. La situation à la MUGEFSI n'est ni alarmante ni chaotique. Toutefois, le nouveau président du conseil d'administration promet une gestion améliorée de la structure. Au niveau de ces mesures urgentes, il y a la levée du système de codification des bons par SMS, mais en retour également, ils vont constater qu'au niveau de la direction générale, nous allons prendre des mesures pour pouvoir traquer tous ceux qui sont des fraudeurs ou qui ont envie de frauder. Le conseil a pris la décision de façon formelle pour que l'ensemble des fonctionnaires stagiaires, en attente de leur premier mandatement, puissent dès 2018 commencer déjà à bénéficier des prestations de la MUGEFSI. Pour rappel, c'est le 24 septembre dernier que le conseil d'administration, dirigé par Mesme Koumoué, a été élu pour un mandat de 4 ans. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur fait le bilan de ses activités. Cela après 3 jours de réflexion entre enseignants et chercheurs. C'était au cours des journées scientifiques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chris Diomandé et Jean-Luc Gbangbo. La situation dans les 19 pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, révèle plusieurs difficultés, entre autres l'investissement très faible dans le domaine de la recherche, une insuffisance de statistiques et d'indicateurs sur la science, la technologie et l'innovation. Des défis pour lesquels le CAMES a consacré 3 jours de réflexion.
On a fait des ajustements au niveau du cadre juridique de fonctionnement. On a décidé que les membres des bureaux de différents programmes thématiques de recherche doivent être mobilisés par l'OCAMES en termes de prise en charge. On a dit qu'il faudrait, par exemple, et ça on l'a affirmé, que le programme thématique socio-économique émergé puisse aller de la consultance, puisse faire en sorte d'aider les autres chercheurs à valoriser leurs recherches. Pour la mise en œuvre de son plan stratégique de développement 2015-2019, le CAMES est à la recherche de moyens financiers. Si nous sommes confrontés à des difficultés, aux réalités de notre quotidien, nos chercheurs qui vivent dans ces milieux peuvent apporter les meilleures solutions. Donc, il faut financer. 20 milliards de francs CFA, soit 4 milliards de francs CFA par an, tel est le montant à mobiliser. La 4e édition des journées scientifiques du CAMES se déroulera à Cotonou, au Bénin, en 2019. Cet atelier de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, une structure du ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, c'est l'organe chargé d'évaluer les valeurs sociales en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, examiner les indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale. On fait le point avec Hamza Diaby. Cet atelier, qui a duré 2 jours, a permis à un comité scientifique composé de divers spécialistes en élaboration d'indicateurs et en planification stratégique d'analyser une centaine d'indicateurs de base. Des indicateurs définis par l'équipe d'experts en sociologie, en psychologie, en statistiques économiques, en droit, en genre, en planification et en élaboration d'indicateurs. Chacun apprécie à sa façon la solidarité, la cohésion sociale, qui sont des valeurs qui ne sont pas faciles à appréhender. Et donc, si nous nous entendons tous sur les éléments qui peuvent nous permettre de l'apprécier, donc nous aurons une appréciation commune et cela va nous permettre d'évoluer véritablement vers une société où nous avons une cohésion sociale renforcée, où nous avons une bonne manifestation de la solidarité. L'élaboration de ces indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale vise à doter la Côte d'Ivoire d'instruments pour évaluer efficacement et régulièrement la solidarité et la cohésion sociale afin que les réponses des décideurs soient plus adaptées aux situations auxquelles sont confrontées les populations dans ces domaines. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale pourra ainsi mener efficacement ses missions de veille, d'alerte et d'aide à la prise de décision. Cet atelier donnera lieu à un autre les 13, 14 et 15 décembre prochains pour valider les indicateurs prévalidés pour leur attribuer un caractère national. Et comme nous sommes dimanche, un mot de religion. Pour cette période de décembre 2017, ils étaient 150 pèlerins à partir en Israël sur les pas du Christ. Les chrétiens évangéliques et protestants ivoiriens sont allés fortifier leur foi. Sidonie Davila Waka. Ils ont beaucoup prié pour la Côte d'Ivoire, leur nation. Chrétiens évangéliques et protestants ivoiriens l'ont fait au cours de leur pèlerinage en Israël. On va prier ensemble pour bénir notre pays, la Côte d'Ivoire. On va réclamer la bénédiction de Dieu du nord au sud jusqu'au centre. Que toute la gloire de Dieu couvre notre nation. Que ce soit un pays béni, un pays de paix, un pays où il fait bon vivre. Nazareth, les béatitudes, le mont des tentations où le Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits, le jardin des tombes, lieu de sa crucifixion et qui porte sa tombe, le mur des lamentations. Ces lieux et bien d'autres qu'ils ont visités étaient propices pour présenter à Dieu différentes doléances. Nous venons ici pour encore voir que notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau, il est vide. Et en venant ici, c'est d'avoir la vie. Nous apportons la vie dans nos différentes activités, dans nos maisons. Toutes les grâces que nous avons reçues ici vont rejaillir sur notre pays pour une réconciliation sincère et vraie pour les filles et les fils de ce pays. En Israël, les chrétiens ont aussi loué Dieu avec la musique. Le
pèlerinage, 10 jours de grâce en Terre Sainte, dans les pas de Jésus. C'est tout simplement un sentiment de victoire, un sentiment de triomphe, un sentiment de joie parce que Jésus mort ressuscité, c'est tout l'espoir, l'espérance qu'un être humain peut avoir dans son cœur, qu'une nation peut bien expérimenter. Organisé par la Direction générale des cultes et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce pèlerinage aura été pour ces 151 pèlerins de décembre 2017 un rendez-vous spirituel réussi. Nous sommes en train de t'importuner depuis le premier jour où nous avons foulé les pieds dans cette terre sainte. À l'étranger, la tension reste toujours vive dans les territoires palestiniens après la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les violences se multiplient sur place. Ce dimanche 10 décembre, le Premier ministre israélien est reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Au menu, la crise au Moyen-Orient. De son côté, la Ligue arabe demande à Washington d'annuler sa décision sur Jérusalem. C'est maintenant l'heure du magazine du dimanche et nous sommes avec le professeur Éolier. Il est médecin au service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville et membre du bureau de la SA, la Société africaine anti-sida. Professeur, merci d'être venu encore sur notre plateau. Encore une fois, merci d'être venu là. Professeur, avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre cet élément d'Astou Touré qui fait le point d'Ikaza et de la situation du VIH dans le monde et en Afrique. Regardez. La Côte d'Ivoire a abrité du 4 au 9 octobre 2017 la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2017. Cette conférence internationale biennale est le premier rassemblement des personnes œuvrant dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Cette grande rencontre a permis de mettre en lumière les réalités des organisations vivant pour le bien-être des personnes vivant avec le VIH-Sida. Problèmes d'accès aux centres de santé et aux traitements sont entre autres des difficultés évoquées. Les ruptures de stock de médicaments où les agents partent, ils n'ont pas leur traitement. Nous avons aussi beaucoup de pannes d'appareils biologiques, surtout pour le VIH avec les dosages de CD4, de la charge virale. Les patients n'arrivent pas effectivement souvent à faire parce que les appareils sont en panne. Nous avons aussi des cas où l'appareil n'est pas en panne, mais malheureusement, il n'y a pas un dispositif pour permettre à l'appareil de fonctionner parce qu'il n'y a pas de réactif ou bien parce que le personnel n'est pas formé. Les premières tendances nous ont montré que certains groupes de population n'avaient pas effectivement accès aux services. Cela est parfois dû au manque d'information, parfois à l'éloignement des centres, mais aussi au niveau de stigmatisation et de discrimination qui existent. Des solutions ont également été proposées. L'implication des personnes avec le VIH est importante parce que ce sont elles qui ont accès au traitement. Donc il est important qu'elles puissent comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des obstacles ou bien il y a des difficultés et pouvoir elles-mêmes proposer des solutions en comprenant et aussi en approchant l'approche père-éducateur. Cela permet aussi de pouvoir rechercher d'autres personnes qui sont un peu éloignées pour venir vers les centres d'accès au traitement. Si on voit l'observatoire comme un partenariat, ça va permettre d'améliorer l'accès au traitement et d'atteindre les objectifs 3,90 fixés par l'ONU-SIDA. Environ 10 000 éminents scientifiques, décideurs, activistes et membres de la société civile, y compris, se sont réunis autour du thème « L'Afrique, une approche différente vers le sida ». L'objectif est de promouvoir l'innovation et le partenariat pour accroître les investissements nationaux, également intégrer les approches pour une riposte durable vers l'élimination du sida, la tuberculose, l'hépatite et les maladies associées. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que 21 milliards de francs CFA seront consacrés à la lutte contre le sida de 2018 à 2020. Professeur, au cours d'ICASA, il y a eu des statistiques qui ont touché les participants. Les nouvelles infections en VIH ont diminué de 18% de 2010 à 2016 dans le monde selon l'ONU-SIDA. Et en Afrique, elles ont baissé de 9%. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelle est la situation alors? Nous sommes dans la même tendance. Il y a de moins en moins d'infections en Côte d'Ivoire. La prévalence a diminué aux alentours de 2,7%. Mais il y a quand même quelques poches de résistance. Concernant les jeunes filles et les adolescentes,
où on constate qu'il y a encore des infections qui sont transmises et qui ne suivent pas la baisse constatée dans les autres groupes de population. Et qu'est-ce qui doit être fait alors? Il s'agit de répondre au message qui a été même lancé lors de cette conférence. Il faut surtout cibler ces jeunes filles, ces adolescentes, je dirais globalement les groupes de jeunes, pour que ces jeunes ne soient pas victimes de l'infection à VIH. Et ce sont ces jeunes-là qu'aujourd'hui, qui font partie des groupes de population, on y reviendra là-dessus tout à l'heure, qu'il faut surtout axer le message de prévention. À ces assises, de nombreux défis ont été relevés. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, notamment le problème d'accessibilité aux soins. Qu'est-ce qui a été décidé? Le problème d'accessibilité aux soins est connu depuis longtemps. Il y a ce qu'on peut appeler la stratégie avancée. Il faut aller vers les communautés. Il y a quelques jours, sur le plateau de la RT, vous aviez reçu des personnalités éminentes qui venaient de la communauté, du système des Nations Unies et Madame la ministre de la Santé, qui ont bien dit qu'il faut démédicaliser. Je crois qu'il faut aller vers les communautés. Il faut permettre aux personnes non formées à la santé, nous médecins, infirmiers, de pouvoir prendre en charge l'infection à VIH. Donc l'accessibilité financière, elle est vaincue. Tout est assez bien mis en place. C'est l'accessibilité géographique qu'il faut vaincre. Il n'est pas normal qu'on fasse encore 100 km, même 10 km pour avoir accès au traitement. Donc ce problème d'accessibilité, je pense, va être résolu dès qu'on fera ce que j'explique, plutôt qu'un exode rural, mais de la ville, on ira vers les villages, vers les communes. Il y a eu aussi la question de la stigmatisation. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Là aussi, qu'est-ce que vous avez dit? Je pense que la stigmatisation est aussi liée, quitte à blesser certaines personnes, à l'ignorance. Les victimes de stigmatisation, lorsque vous visitiez Ikassa, lorsque vous alliez dans le village communautaire, il n'y a pas de stigmatisation en tant que telle. Mais ce problème est réel. Il est réel. On a encore honte. On identifie encore des personnes vivant avec l'infection à VIH. C'est une maladie chronique. Et on ne sait pas, en se promenant à Abidjan aujourd'hui, qui est infecté par le VIH, qui ne l'est pas. Mais c'est la seule maladie, je pense, qui est honteuse, qui est sexuellement transmissible et incurable. Mais la stigmatisation doit stopper. Et elle doit être stoppée. Et au niveau du financement, on l'a entendu tout à l'heure, le président de la République a annoncé que le budget national alloué à la lutte passe à 21 milliards de francs CFA sur la période 2018-2020 contre 4,2 milliards en 2016. Le vice-président est revenu hier sur cette bonne nouvelle. Est-ce suffisant, ce budget? On va dire que ce n'est jamais suffisant, mais c'est un pas énorme qui a été fait. Ça veut dire que globalement, où notre pays finançait à peu près 7% de sa prise en charge, on va se retrouver aux alentours de 25 à 30%. Et la prise en charge n'est pas que traitement. C'est le diagnostic, c'est le suivi des patients et le dépistage. On est un des rares pays d'Afrique aujourd'hui, de l'Ouest et du Centre, à avoir augmenté le financement endogène. Mais il s'agit aussi d'amener le partenariat public-privé, que ce financement endogène soit aussi soutenu. Il y a de bons exemples que vous avez dû voir lors de l'ICASA de certaines compagnies privées qui ont aujourd'hui financé la lutte contre le sida. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Le dernier point, c'est que nos partenaires qui nous soutiennent doivent maintenir leur financement, voire même les augmenter. Mais quoi qu'il en soit, la réponse viendra des pays. Et la réponse locale est en train d'être mise en œuvre et il faut qu'on soutienne le président de la République dans cette augmentation du financement local de la prise en charge. Est-ce que ça va changer la vie des personnes vivant avec le VIH-Sida? Fondamentalement. Est-ce qu'il aura un impact? L'impact, parce qu'on parle d'une maladie chronique, traitement à vie. Donc dès qu'on sait que le financement est pérenne, et c'est ce qui est en train d'être engagé, il y a une sécurité. La sécurité, c'est d'avoir toujours les soins. La sécurité, c'est d'avoir toujours les tests pour être suivis. La sécurité, c'est d'avoir tous les tests pour être dépistés. Dès que l'argent est là, l'argent est garanti, nous soignants et aussi bien les patients savent que tout se fait dans le bien-être. Il faut n'oublier pas que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Et dès qu'on a les trois composantes réunies, je pense que tout le monde se sentira bien et mieux. Pour ce, il y a eu aussi l'engagement des premières dames pour l'élimination de la transmission mère-enfant. À ce niveau, qu'est-ce qui a été décidé? C'est un engagement formidable. Déjà en termes de représentativité.
Nous avons eu, j'ai fait plusieurs ICASA. C'est une des premières ICASA, on a eu autant de premières dames qui étaient présentes. L'engagement des premières dames, comme toute mère, c'est surtout pour les enfants. Elles ont surtout insisté pour maintenir le financement au niveau qu'il était pour la réponse à l'infection à VIH. Elles ont insisté pour qu'il y ait une campagne pour le sida pédiatrique. Les enfants sont la partie négligée de la réponse à l'infection à VIH. Pas oubliée, mais négligée, aussi bien en termes de financement que de médicaments adaptés aux enfants. De l'élimination du sida pédiatrique dont on parle depuis, il y a 7 pays qui ont déjà réussi à éliminer le sida pédiatrique, mais il n'y a pas de pays africains. Certains sont proches de cette élimination. Mais le point qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont allées au-delà. Elles ont parlé de la santé sexuelle et reproductive, en prenant en compte les jeunes filles infectées, les jeunes filles affectées et la notion de planning familial aussi pour les mères. Tout cela, ce ne sont pas des mots, hein, je le disais précédemment. Avec les premières dames, on est sûr qu'on va arriver à des actes pratiquement, nous prenons pratiquement d'atteindre 2030 pour l'éradication. Professeur, à ces assises, on a vu toute la Côte d'Ivoire réunie pour montrer son engagement à répondre aux objectifs de l'ONU-SIDA de mettre fin à la pandémie en 2030. On a vu un village communautaire très animé, plusieurs sensibilisations sur place, notamment la sensibilisation des professionnels du CES et des jeunes. Un commentaire là-dessus? Oui, ça fait partie de l'ADN, si je veux, entre guillemets, de ICASA. ICASA, il y a un programme scientifique, il y a un programme leadership, il y a un programme communautaire. Le village communautaire, à la différence des autres sites de ICASA, est accessible à tout le monde pour qu'on vienne découvrir ce que c'est. Certains m'ont dit, c'est bruyant, c'est trop animé. Je dis, on n'est pas dans la tristesse, on est dans la joie et on est dans l'optimisme, bien qu'on soit réaliste de ce qui doit être fait. Les populations clés, vous avez parlé de travailleuses du sexe. Il y a aussi les hommes de rapport sexuel et des hommes qui étaient représentés, hein, sans aucune discrimination. Et il y a aussi les jeunes, les usagers de drogue. Donc le village communautaire, les éléments que vous avez montrés sont vraiment probants, était un village où tout le monde avait accès. Il n'y a aucune barrière. Quels ont été les messages clés pour terminer, professeur? En bon français, on dirait les messages pour partir à la maison, ce que les anglophones appellent le take-home messages. Ces messages clés, j'insiste là-dessus, ce sont les jeunes. Je vais vous donner 2 messages clés globalement. N'oublions pas les jeunes. Le deuxième message clé, on le dit, on ne sait pas où sont les hommes. On n'arrive pas à dépister les hommes. Le système de santé n'est pas vraiment adapté au dépistage des hommes. Tant qu'on ne dépistera pas les hommes, il sera assez difficile de vaincre cette épidémie. Et le dernier message, financement, financement, financement. Et on est sûr qu'on va arriver à financer cette lutte-là avec le leadership que nous avons au niveau national. Quel bilan dressez-vous? Le bilan de la double casquette, le bilan du scientifique ivoirien, du médecin ivoirien, c'est que la communauté scientifique ivoirienne a été bien représentée. On a eu 1300 présentations à peu près. Il y a eu 15 communications orales des Ivoiriens, plus de 100 communications affichées. La communauté ivoirienne, dans toutes ses composantes, a été bien représentée dans tous les panels. Le deuxième bilan, c'est qu'il y a une bonne visibilité de la Côte d'Ivoire. On sortait du sommet Union européenne-Union africaine, tout le monde avait peur. Est-ce qu'on allait réussir, est-ce qu'on n'allait pas réussir? Mais la coprésidente de ICASA, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, quand elle s'engage, je peux vous dire qu'on est pratiquement sûr de réussir. Et donc ce bilan-là nous permet de dire qu'on est prêt pour faire encore une autre réunion. Et on va faire maintenant une réunion sur les hépatites. On pense qu'Abidjan sera la place pour faire l'appel sur les hépatites virales B et C. Tout le monde en a parlé et nous allons le faire en 2018. En tout cas, le ministère de la Santé et le secrétariat local ont été félicités pour tout le travail abattu pour la réussite d'ICASA 2017. Merci, professeur. Prochain rendez-vous, Rwanda, en 2019, pour la 20e édition d'ICASA. C'est ça? Prochain rendez-vous en février ou mars 2018 aussi pour l'appel d'Abidjan sur les hépatites. Et après, on ira au Rwanda pour encore 2019. Là, je parle au nom de la Société africaine anti-sida. Merci, professeur. On termine par le sport, le championnat national Ligue 1, le match ASEC Africa ce dimanche. Regardez. Après la finale de la Supercoupe remportée par l'ASEC Mimosa en tout début de saison, l'ASEC et l'Africa se retrouvent ce dimanche au stade Houphouët-Boigny.
Un duel qui sent la poudre entre les deux locomotives du football ivoirien. Deux équipes qui ont retrouvé des couleurs. Un match serré. L'attaque de feu de la SEC emmenée par Fonsigno et Agbenyandan, dit Platini, sera face à une défense de l'Africa qui aura à cœur de rassurer ses supporters après le déplacement raté à Gagnoa le week-end dernier. Dans cette confrontation des deux grands du football ivoirien, on suivra la bataille des portiers des deux équipes qui se connaissent bien. Sissi Abdul Karim de l'ASEC Mimosa qui avait fait les beaux jours du rival, l'Africa, où il avait pour doublure Blaisadi Hortalin. Après son départ, Blaisadi est devenu le numéro 1 des perches des Aiglons et aussi titulaire de la sélection locale. Outre ce duel, l'on suivra aussi attentivement le duel des entraîneurs. Car pour la petite histoire, avant d'entraîner l'ASEC Mimosa, Amani Yao César Lambert a fait ses armes à l'Africa Sport d'Abidjan, tandis qu'Aka Kwame Basile avait fait le contraire avant son arrivée chez les Aiglons. Ce sera surtout l'occasion pour les supporters Mimosa et Oye de jauger la valeur de leur équipe en ce milieu de championnat. Voilà, professeur, le match ASEC Africa ce dimanche. Votre pronostic pour vous dire au revoir. Étant dans l'équité et l'éthique, je souhaiterais un match nul, mais avec beaucoup de buts pour satisfaire les téléspectateurs et les spectateurs. Merci, professeur. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Sylvie Touré. Merci. Merci de votre fidélité.